Bonjour à tous, on les appelle les esthéticiens de l'objet, sans doute un peu rapidement, mais c'est pour saluer le talent avec lequel ils conjuguent le beau et l'utile, la fonction et l'esthétique. Découverte sur ce plateau du métier de designer. Bienvenue dans cette émission spéciale, précisément pour découvrir ce métier à l'occasion de la 3e édition de France Design Week. Le design est partout dans nos vies, sans même qu'on le soupçonne, pour des meubles, des fourchettes, des poubelles, des barbecues, mais aussi pour des jeux vidéo, des recettes de cuisine ou encore des skis. On verra ça dans cette émission. Pour m'accompagner, vous le connaissez peut-être, Bruno Lefebvre de l'agence C+B Lefebvre. Bonjour. Bonjour Christophe. Un des designers grenoblois les plus connus, régulièrement primé. Merci d'être avec nous. Héloïse Benoît, designer culinaire. Bonjour. Bonjour Christophe. Stéphane Froidevaux est à vos côtés, le célèbre chef étoilé du Fantin-Latour à Grenoble. Bonjour Christophe. Francis Coureau, créateur de la marque Spade de Ville. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Et avec nous, Yann Lafin, le directeur communication de chez Rossignol. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va illustrer ce métier de designer, des multiples profils. Quand on parle de designer, finalement, ça regroupe tout un tas de spécialités différentes. Oui, parce qu'en fait, le métier de designer, c'est un métier de metteur en scène. Et on peut mettre en scène vraiment de la cuisine, des produits, un site internet, une charte graphique, un service. Donc c'est vraiment un métier qui touche plusieurs secteurs, et ce métier se divise en sous-disciplines, on pourrait dire ça, parce que on peut pas forcément, c'est pas la même personne qui va créer un site internet et une locomotive, voilà, ou un train. On a toujours en tête le designer produit, et voilà. On le verra dans un instant, mais ce n'est pas uniquement la seule spécialité du designer. Non, il y a des designers d'espace, et il y a des designers d'espace qui sont spécialisés dans des secteurs comme l'hôtellerie ou les magasins ou la réhabilitation de maisons. Et ensuite, il y a des designers de messages qui vont traiter de tous les problèmes de communication et de graphisme. Et enfin, il y a des designers de services qui vont prendre un service et le rendre design, c'est-à-dire le rendre agréable à l'usager et fonctionnel. En plus de design produit, parce que quand on parle de design, souvent on le limite au produit. Bien sûr. Alors vous êtes notamment, vous, Marc Lefebvre, designer produit. Vous êtes vice-président de l'Alliance française des designers, membre de Designer Plus, très impliqué du coup dans le secteur du design en France. Vous allez m'accompagner et essayer de vulgariser un peu ce métier qu'on connaît pas beaucoup. Vous avez vous-même d'ailleurs travaillé sur une multitude d'objets différents. On va avoir une palette. Comment ça se passe et quel est l'objet qui vous a le plus passionné, l'aventure qui vous a le plus exalté? Et c'est une bonne question. En fait, je pense qu'on peut pas répondre à cette question, parce que c'est grosso modo, c'est quel est l'enfant qu'on préfère. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Voilà, c'est à chaque fois, voilà. Et il y a des aventures qui se passent bien, où tout se déroule de manière fluide, et d'autres qui sont plus délicates, mais à la fin, finalement, on retient que le résultat. Donc il y a des résultats qui ont été très satisfaisants, que ce soit personnellement, c'est dans le mobilier scolaire que j'ai trouvé ça le plus amusant, puisque c'est à la fois très utile, à la fois assez ludique, et en même temps c'est vraiment un produit destiné à être populaire, et qui est un produit vendu bien sûr, mais qui n'est pas un produit dont finalement l'usager l'usager qui va consommer le produit, lui, il n'achète rien en fait. Donc c'est vraiment tout un process qui est intéressant pour ça. J'ai vu également dans le book un escalier. Mais quelle est la différence du coup entre le travail de designer ou d'architecte pour faire un escalier? Alors nous, l'architecte va disposer l'escalier. Il va, pourquoi pas, lui donner un style. Nous, on a conçu un escalier industriel. Donc on a conçu un escalier qui soit reproductible, et pour celui-là, en tous les cas, facile à installer, y compris par le particulier. Donc c'est vraiment des métiers différents. C'est-à-dire que nous, au niveau du bâtiment, par exemple, on va faire des briques, là où l'architecte fait l'ensemble. Nous, on est les architectes des objets, et nous, on ne rentre pas dans les objets que l'on conçoit en général. En design de produit, en design d'espace, on va se promener dans
bien entendu, dans la création. Alors je le disais, nous le disions, il y a des tas de designers différents. On a sur le plateau une designer culinaire, par exemple. Héloïse, expliquez-moi. Alors vous passez un master en design. Vous êtes d'ailleurs designer produit à la base. Mais vous avez complété cette formation avec votre passion, la gastronomie. Exactement. J'avais envie de savoir un peu plus sur la matière, en fait, qu'est l'alimentaire. Et me confronter aussi à toutes les contraintes qu'il peut avoir, notamment au niveau de la sécurité alimentaire, mais aussi comment le travail de la matière peut s'exécuter. Donc apprendre un peu plus aussi au niveau du vocabulaire, des contraintes, pour parfaire en fait mes compétences. Puisque en design, on apprend vraiment sur la conception, sur les méthodologies de travail créatives. Et c'est vrai que c'est toujours un plus en fait de savoir un peu plus de quoi on parle. Bon, c'est un petit peu ce que nous disait Bruno finalement avec ces briques. Vous n'êtes pas là pour utiliser les ingrédients, mais bien pour concevoir le produit au départ. J'ai besoin de comprendre à quel moment vous intervenez. Donc on va travailler sur la forme, mais aussi sur le message qu'on va vouloir faire passer au travers de la forme. Donc on travaille sur les textures, sur les températures, les couleurs et aussi sur l'usage. C'est-à-dire qu'un produit va être utilisé, il va être mangé. Donc on peut tout simplement le manger avec les mains, mais on peut utiliser une fourchette, une cuillère, mais aussi d'autres ustensiles pour venir déguster le produit, mais aussi le transporter. C'est pour ça qu'on travaille aussi le packaging en fonction du produit qui va être transporté. C'est intéressant parce que ça veut dire que le designer produit ne travaille pas que sur l'esthétique du produit. Non. C'est un peu l'image qu'on a dans le grand public. Oui, en fait, on va vraiment aller sur l'usage, l'utilisation et prendre en compte aussi toutes les contraintes, c'est-à-dire qui va le réaliser et comment on va pouvoir mettre en valeur aussi et faciliter l'usage, mais aussi la fabrication, le process, donc que ce soit au niveau des métiers de bouche, mais aussi au niveau de l'industrialisation pour avoir un produit qui soit facile à fabriquer, donc en petite série ou en grande série. Donc prenons l'exemple par exemple d'une bûche de Noël, c'est pas encore tout à fait d'actualité mais presque. Ça va venir assez vite, exactement. Donc comment faire une bûche pour se différencier et pour du coup avoir un événement qui soit un peu chaleureux mais qui parle aussi du savoir-faire. Donc ça peut être un métier de bouche, un chef pâtissier, mais ça peut être aussi un industriel. Il y en a qui le font très bien au niveau des bûches surgelées. Donc voilà, chaque année, ils vont venir apporter des nouveaux produits, des nouvelles formes, une nouvelle gamme de produits qui sont en cohérence par rapport à un moment de dégustation. Alors bon, on a bien compris qu'avec le règne de l'image, le bon et le beau étaient évidemment très liés. Stéphane Froidevaux, dans votre restaurant Le Fantin-Latour, comment est-ce que vous réussissez, grâce au design, à mettre en valeur votre travail, qui est un travail alors évidemment très créatif, mais aussi très traditionnel? Alors, moi, jusqu'à maintenant, en fait, je m'imprègne de l'environnement, de la nature, parce que je suis au contact toutes les semaines. Donc, je vais reproduire ce que je vais voir. Après, là où je fais faire appel, par exemple, à un designer, c'est que au niveau du contenant, au niveau de la cuillère, au niveau du verre, au niveau de l'atmosphère, il va intervenir en fait tout en respectant l'écosystème, le choix des matériaux, le choix de l'orientation de la couleur ou des formes qui sont en adéquation avec la création du plat. C'est-à-dire que quand on est un grand chef étoilé, on ne réfléchit pas uniquement à la recette, on réfléchit au look. Une assiette, vous dites, doit raconter une histoire. Elle doit être parfaite, du look au goût. C'est très, très important, le visuel, le premier aspect qui va tout de suite vous donner l'envie. Et donc, en fait, on fait un travail qui est beaucoup plus poussé sur ce qui se passe devant nous. Donc, il y a le produit, mais il y a ce qui se passe aussi autour. Il y a la forme, il y a le contact en bouche donc de la fourchette ou d'un autre élément. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est complexe, mais en même temps, cette complexité, c'est le designer qui va venir intervenir là-dessus. Donc vous travaillez vous-même avec un designer culinaire qui vient vous aider à mettre en scène. On développe des projets sur des contenants, mais on développe aussi avec Bruno sur la création d'un logo, par exemple. On fait appel à ses services. Donc c'est quelque chose qui est tout nouveau. Alors je crois qu'on a quelques images, des cartes, il me semble-t-il, des cartes du Fantin-Latour. Au passage, d'ailleurs, on vous remercie parce que Grenoble a enfin retrouvé un restaurant étoilé grâce à vous. Voilà, on voit par exemple des mises en scène. Donc ça, vous dites, vous l'avez méticuleusement travaillé.
Ouais, pour moi, c'est important parce que on doit travailler aussi les volumes, on doit travailler l'espace, on doit travailler les textures, les couleurs. Et il faut que ce soit joyeux, il faut que ce soit gai, il faut que ça raconte une histoire, il faut que les gens se sentent transportés. Il faut que ça raconte une Il histoire. faut que ça raconte une histoire, parce que je pense qu'on a tous des moments dans la vie, des petits instants de bonheur comme ça qui sont gravés, qui sont classés comme une bibliothèque dans notre tête. Et en fait, par moments, ça ressurgit. Et moi, très souvent, quand je crée un plat, je connais la finalité, le goût, la finalité du goût, mais je ne connais pas le processus pour y accéder. Ça veut dire que quand vous allez, parce qu'on sait que vous allez aussi dans la nature, hein, vous inspirez, cueillir, ramasser, vous prenez déjà des images, des idées de la façon dont vous présenterez le plat? Pour moi, c'est l'essence de ma cuisine, parce qu'on est au contact de la nature, donc on est au plus près, on voit les formes, on voit les couleurs, on voit les ombres, on voit les lichens sur la roche, on voit énormément de choses, et on voit aussi chaque année ce qui se dégage au niveau de la floraison et l'articulation, on va dire, de la carte. Moi, je suis l'orientation des fleurs, et ma carte évolue en fonction de la saisonnalité des fleurs. Quand on ira chez vous à manger, on fera attention maintenant, enfin on fait toujours attention, mais là on fera encore plus attention à ce qui vous a inspiré dans la façon dont vous composez un plat, vous mettez en scène les ingrédients et on essaiera de trouver l'histoire qu'il y a derrière, puisque du coup vous racontez des histoires. Héloïse, du coup, un autre exemple concret de ce design culinaire, avec les images qu'on va voir, un bouquet de fromage. Exactement. Donc là, c'est une commande de Père Inter où ils ont toute une gamme de fromages et une année, du coup, ils avaient 15 nouveaux fromages à présenter. Et donc, le but, c'était de faire une image qui soit différenciante, captivante, où on n'est pas sur un plateau de fromage qu'on a l'habitude de voir, mais quelque chose qui va sortir de l'ordinaire et qui, pourtant, nous rappelle un moment qui est celui du bouquet de fleurs qu'on offre quand on arrive chez un invité. Et donc, j'ai dû travailler du coup, le fromage avec une forme aussi de fleurs. Donc, travailler sur des fleurs, on avait des gypsophiles, des arômes, etc. Et voilà, m'inspirer de ça pour pouvoir créer avec la matière des fleurs qui peuvent leur ressembler. Et donc, avoir un visuel, alors je suis désolée, pour cette fois, ce n'était pas comestible, mais voilà, un visuel parlant qui permet de communiquer et d'inspirer aussi les chefs sur le travail du fromage. Là, c'est des fromages que je vois. Il y a du fromage, il y a du coup, il y a aussi des végétaux. Du persil, évidemment. Mais... Oui, il y a du persil, il y a des asperges, on a aussi des betteraves jaunes, roses, on a de la ciboulette, voilà, tout un bouquet où du coup, même en goût aussi, c'est des choses qui peuvent s'allier. Ça, c'est un travail d'artiste. C'est aussi, pas un travail de designer. Comment les deux se lient? Le design, c'est un art appliqué. Donc du coup, l'art, on est véritablement dans quelque chose où on va regarder, on va avoir de la réflexion. Par contre, un art appliqué, il doit avoir un usage, un but, un message à faire passer et une utilité. C'est vrai que pour la publicité, on reste quand même sur l'image, mais on peut se dire que ces fleurs, elles pourraient être comestibles et on pourrait les vendre chez un fromager, oui. Tout simplement. Travailler un peu plus, on va dire, comme je vous disais, sur la réalisation et que ça puisse se vendre, du coup, à des quantités différentes. Et là, l'art, c'est un peu différent, on va dire. Entendu. Un autre exemple de client avec lequel vous avez travaillé sur une mission précise, qu'on réussisse à bien comprendre votre travail de designer culinaire? Des chefs pâtissiers sur du coup, des événements comme la Saint-Valentin ou Pâques, où ils ont envie de se différencier parce que ça fait déjà 15 ans qu'ils travaillent ces sujets et qui ont envie d'avoir un regard différent ou aller voir une nouvelle technologie. À l'heure actuelle, on a des technologies comme la gravure numérique qui viennent altérer le produit sans forcément en fait, donner un goût trop prononcé. Mais par contre, on va oublier le papier, on va être uniquement sur une communication comestible. Donc ça peut valoriser aussi leurs produits et donner quelque chose d'innovant, de distinctif sur leurs produits. De différenciant, évidemment. Oui. L'objectif, évidemment, de faire la différence. Hein. Exactement. Et montrer qu'on est aussi nouveau. J'ai vu Opinel aussi, je crois, dans votre book. Alors, sur Opinel, on était plus sur de la présentation avec mannequin main, où là, on est plus proche, on va dire, du stylisme. Du coup, un métier qui est aussi un peu comparé au design, où là, on va être plus dans la présentation
une manière un peu plus esthétique de montrer un produit et montrer l'usage du produit. Oui, on est plus sur une direction artistique de produits finalement. Exactement. Passionnant. Alors, on va rester parmi des créateurs passionnants, le créateur de la marque Spate de Ville. Vous la connaissez sans doute, un Grenoblois qui a créé cette marque en 2009. C'est Francis Coureau. Bonjour. Bonjour, rebonjour, qui propose des accessoires et des vêtements pour cyclistes urbains. Alors l'idée est née en 2009, donc bien avant la mode actuelle. Vous avez eu cette idée de précurseur. Voilà, l'idée en fait c'était d'utiliser, moi je faisais de la montagne à Grenoble, je travaillais à l'époque, j'étais consultant, donc je me déplaçais souvent à Paris, dans les grandes villes. Et quand j'arrivais là-bas, je me retrouvais avec mon ordi portable, à aller dans le métro, à subir des climats super différents et être, au final, c'était plus du tout un plaisir d'aller à Paris. Moi, je suis né à Paris, j'ai toujours adoré déambuler dans les rues en skateboard, en vélo, en roller. Donc, je voulais retrouver ce plaisir. Et donc, pour ça, je me suis dit, ce qu'il me faudrait, c'est des vêtements qui permettent d'allier le mouvement, la protection des intempéries et les exigences du métier, c'est-à-dire arriver nickel, pas avoir une goutte d'eau, pas avoir une goutte de sueur. À la fois la technique et le style. Voilà, la technique et le style ou la protection du style. Donc par rapport à ça, j'ai étudié tout le matos que j'avais pour la montagne, qui me permettait un confort incroyable, et je l'ai utilisé j'ai utilisé cette technique dans des objets qui sont adaptés aux déplacements de tous les jours. Donc, et principalement les déplacements à vélo, parce que c'était une pratique que j'avais et pour laquelle il y en avait besoin. Alors on va rentrer dans le détail des objets dans un instant, vous allez voir, c'est assez étonnant. Mais d'abord, comment est-ce qu'on en vient à ce parcours ? Vous me disiez tout à l'heure, j'ai toujours voulu inventer. Voilà, donc moi je suis né, j'ai toujours bricolé plein de choses. Je voulais devenir inventeur, avec une mère prof de maths, un père ingénieur. J'ai fini ingénieur en mécanique en me disant que j'allais inventer des choses. Or, l'ingénieur dans le monde actuel, il n'invente pas grand-chose. Il permet possible les inventions des designers, on va dire. C'est-à-dire qu'il résout des problèmes, il apporte des solutions techniques. Donc, fort de ces conclusions, j'ai refait une école de design. Voilà, Strat École de Design, en région parisienne. Et du coup, ça vous a donné les clés pour pouvoir enfin faire de la création. Alors, exactement. Et puis un peu un jeu au trouve-tout quand même, faut le dire. Oui, ma création est plus teintée de technique et d'usage, parce que j'adore observer les utilisateurs. En fait, moi, ma passion, elle est là. Elle est à voir comment les gens utilisent les objets, ce qu'ils font, et puis ma mission intrinsèque, c'est d'apporter une petite goutte d'huile, apporter un petit outil qui fait que ça va être fluide. On va prendre son vélo le matin, on va pas se poser la question, il pleut ou pleut pas. Hop, on prend sa FULAP, elle fait 290 grammes, elle rentre au fond d'un sac, on l'a avec soi. Et ça, c'est des petites choses qui font que c'est facile. Vous allez nous expliquer la FULAP. FULAP pour fuck la pluie. On peut le dire. Fallait pas le dire. Allez, j'ai grillé un secret. C'est une sorte de poncho, finalement, une cape de pluie revue et visitée. Alors on va la voir en démonstration. Alors je crois que là c'est la FULAP Junior qu'on va voir. Voilà, vous allez pouvoir commenter ça. Donc la FULAP Junior, c'est une évolution de la FULAP adulte, mais vraiment adaptée au déplacement des enfants. Donc, pour les enfants, il y a une infinité d'objets. En général, ils durent 3 mois. Donc là, on a fait un objet durable qui dure 12 ans. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser avec le bébé sur son siège jusqu'à l'enfant quand il a 12 ans qui va à l'école tout seul sur son vélo. Donc ça couvre toutes les problématiques du déplacement à vélo pour un enfant, c'est-à-dire la visibilité, c'est facile à mettre, c'est rapide à mettre, ça n'empêche pas le mouvement. On voit que le chemin des écoliers, on peut l'agrémenter de passages un peu plus rigolos, quel que soit le temps. On voit qu'aussi ça permet de protéger le siège de l'enfant, donc on n'arrive pas avec une éponge trempée sur laquelle on assoit son enfant quand on va le chercher à la crèche. C'est facile à ranger. Le sac permet aussi de ranger le casque et fait aussi office de gilet de visibilité. Donc on a un peu le pack vélo pour se déplacer à vélo avec son enfant, qu'il soit sur son vélo ou sur le vélo enfant. Ça, c'est l'adaptation junior. Voilà. Il y avait la version adulte initialement, avec la visière. La version adulte, elle s'adapte à toutes les tailles de vélo d'adulte, qu'on ait un sac à dos, qu'on n'ait pas de sac à dos. On a la capuche qui tourne bien avec la tête, parce que ça, c'est indispensable en ville. On a besoin de voir ce qui se passe à droite et à gauche. C'est pas comme le poncho du pêcheur qui fait de la pêche à la ligne, où il regarde juste sa ligne devant.
Bon, là, on a besoin de tourner la tête. Comme on avance, on a des gouttes d'eau qui arrivent dans les yeux, donc on a mis une grande visière. Les motifs, ils sont rétro-réfléchissants, mais c'est pas pour autant des bandes, ils peuvent être de couleur. Elles sont lestées pour pas s'envoler, les capes. Hein. Voilà, et on a un système de serrage qui fait que ça s'envole pas et ça protège bien les jambes, parce que les cuisses, c'est le truc le plus désagréable à avoir mouillé. Et aller au boulot avec un manteau, plus des surchaussures, plus un pantalon, c'est pas pratique, c'est pas facile à mettre. Donc là, c'est la FULAP qui vient recouvrir l'ensemble. Spad de Ville, c'est le nom de la marque. Alors, il y a plein d'autres objets. Hein. Il y a la besace, il y a la protection de selle. Festnet. Ça sert à protéger la selle parce que quand son vélo est garé en ville, souvent les gens en ville, ils ont un petit appartement, ils n'ont pas forcément... Mais ça n'existait pas, ça, pardon. Les gens mettaient des sacs en plastique. Et le problème des sacs en plastique, c'est que ça finit toujours par s'envoler, ça arrive dans une rivière et ça finit par étouffer un dauphin. Votre travail, c'est l'observation au départ, finalement. Tout à fait. Voilà, et le Festnet, en plus du sac plastique, on ne peut pas le voler, il se range facilement sous la selle. Bon, le serre-pantalon, les surchaussures, les guêtres. Voilà, les guêtres, pareil, elles sont multitailles pour s'adapter à tous les types de chaussures. Elles montent bien jusqu'en haut du genou. Tous les produits sont fabriqués en matériaux à base de recyclage. Donc, ce n'était pas le cas au début parce qu'on avait vraiment des exigences techniques. Maintenant, on arrive dans un cas où on a des matériaux qui sont faits en polyester, qui est issu du recyclage des bouteilles plastiques, qui ont des très bonnes qualités techniques. Donc, on peut les utiliser dans les produits pour allier un peu toutes les contraintes en fait. Et j'ai vu qu'il y avait également quelque chose qui est très très utile, la poche étanche pour le smartphone, facile à fixer. Oui, parce que moi typiquement j'ai plusieurs vélos. Mon téléphone sur mon vélo, je l'utilise. Mais pas tout le temps. Donc, j'ai pas envie d'avoir un outil qui se visse, qui est jamais monté sur le bon vélo. Le bonjour. Voilà. Votre travail, finalement, je le disais, c'est d'abord de l'observation, observer le besoin, définir le besoin. Et puis après, du coup, finalement, les prototypes et tout ça, vous êtes aussi couturier, vous êtes aussi... Je suis couturier, je suis menuisier, je suis décorateur, peintre. En fait, moi, c'est vraiment d'observer les problématiques d'usage. Et ensuite, je fais une harmonisation entre les contraintes techniques, les contraintes du marché, les contraintes de style et de symbolique pour que l'objet s'intègre de façon fluide. Le designer produit, évidemment, le plus facile à rendre visuel, le plus facile à appréhender. Yann Lafin, pareil, chez Rossignol. Alors, avec une approche particulière pour ce ski essentiel que vous venez de lancer chez Rossignol. Alors, tout le monde connaît Rossignol ? On représente Rossignol ? Oui, c'est la plus ancienne marque de ski qui est née en 1907 et puis le leader mondial du ski et des sports de montagne plus généralement. Oui, plus généralement les sports de montagne. On va parler du ski. Ce ski essentiel, il vise à mieux gérer finalement la fin de vie du ski parce que quand on crée un ski, il faut déjà imaginer ce qu'il va devenir après. Oui, c'est ça le design, pour faire le lien avec notre sujet, est au service d'une vision. Et là, la vision, c'était comment améliorer la recyclabilité d'un ski. Parce qu'un ski, en moyenne, un ski conventionnel, il y a environ 7% des matières qui peuvent se recycler. Donc, on a fait tout un travail avec un maître mot qui était la sobriété, c'est-à-dire mettre moins de matériaux différents. Et on a atteint le premier ski recyclable à plus de 77%. Donc, notamment avec moins de matériaux, on a environ 7 matériaux, alors que dans un ski classique, il y en a au moins 2 fois plus. Et des matériaux notamment comme le bois, l'aluminium, l'acier, qui sont... En fait, l'enjeu, c'est de pouvoir trier. On a utilisé le ski, parce qu'il ne faut pas perdre de vue l'usage pendant plusieurs années, mais ensuite, on se soucie de la fin de vie. Et quand on ramènera le ski dans nos centres, eh bien là, on pourra trier les matériaux, parce que dans un ski traditionnel, ils sont assez agglomérés. Oui, pouvoir du coup imaginer l'après-ski. Après, du coup, sa fin de vie, 75% du coût de matériaux recyclables, c'est ce que vous nous disiez. Un ski qui a remporté des prix en début d'année. Oui, on a déjà été récompensé d'un award des produits de sport. Et ce qui est important, c'est que dans ce ski, il y a aussi, en fait, ce qui est important, c'est aussi que les designers étaient au sein d'une équipe. Il y avait les testeurs, les testeurs sur neige, il y avait les designers, les hommes produits, l'industrie, la R&D, et tous ces gens ont travaillé pendant 5 ans ensemble pour arriver à faire à la fois un produit
très recyclables et qui utilisent aussi des matériaux recyclés, hein, les quarts en acier, la semelle est aussi partiellement recyclée. Donc c'est un mix de 62% de matériaux recyclés et 77% potentiellement recyclables une fois que le ski sera en fin de vie. Le design, quand on parle de ski, il est, j'imagine, essentiel aussi parce que finalement, il n'y a rien de plus qui ressemble à un ski qu'un autre ski. Donc l'élément différenciant dont on parlait tout à l'heure, il est essentiel. Oui, c'est vrai que le design, ça doit être au centre, je pense, de l'activité des entreprises. Alors, c'est un élément qui doit raconter une histoire, qui doit permettre la différenciation. Et c'est le design qui crée de la valeur. Et puis, comme vous le disiez, alors de loin, un ski, ça ressemble à un autre ski, mais de près, parce qu'une marque, c'est une couleur, ça peut être un signe. Nous, notre logo, c'est un coq depuis longtemps. Et donc, tous ces signes, que ce soit une forme, si vous voulez montrer un ski qui est très léger ou qui va très vite, le design sera différent en termes de forme, forcément. Et c'est essentiel, alors on va avoir quelques images. Pour le coup, en look, on comprend qu'il est recyclable. Hein, il a volontairement cet aspect bois. Voilà, de sobriété. Donc on voit le matériau naturel, très peu d'encre, on a mis très peu de graphisme, parce qu'un ski d'habitude il y a beaucoup de graphisme dessus, donc très peu de graphisme. Le côté essentiel, sobre, naturel. Et parce que c'est vrai que le produit doit parler, c'est un langage, hein, le design, et c'est vrai qu'il permet une conversation avec les gens finalement. Ils voient un produit, ils le perçoivent, ils peuvent le toucher. Et tout ça participe à l'émotion qu'un produit peut susciter. L'émotion, il raconte une image, on revient effectivement à une histoire, on revient à l'histoire des plats de Stéphane Froidevaux. Ce ski doit raconter son histoire. Exactement. Et c'est le fruit, effectivement. Le design a donc une part importante dans ça. En termes de forme, hein, on l'a dit, c'est la forme, mais aussi le design graphique de façon générale. Et puis l'usage, hein, c'est vrai que nous, on fait... Le design est toujours au service d'une fonction, soit de légèreté, de préhension pour prendre un ski, de montrer... enfin, aussi une fonction, si on veut de la rigidité, eh bien, on fait des renforts sur les quarts, des choses comme ça, sur les champs. Donc il y a toujours un lien comme ça. Le design au service de la fonctionnalité, ça résume bien ce métier de designer produit en tout cas. Hein. Oui, ça résume bien cette partie-là. Et ce qui est bien de cette table ronde, c'est finalement de voir la diversité des métiers du design. Sachant qu'il y a, on pense, alors on ne s'est jamais donné la peine de compter précisément, mais on pense que sur le bassin grenoblois, il y a entre 200 et 300 designers. Ah oui. Voilà. Donc c'est vraiment une activité importante, même, et donc comme vous disiez, on croise le design partout. Et on les retrouvera, ces designers, sans doute lors de France Design Week et sur le site de Grenoble Lab.com, évidemment, toutes les informations. Merci beaucoup Bruno, merci à tous les quatre d'être venus partager avec nous cette passion et ce métier du design, ce métier entre art et technique, entre tradition et nouvelles technologies, on l'a bien compris. Merci à tous de votre fidélité et à très vite sur Télé Grenoble.